Bienvenue à l'Organisation des Nations Unies, à son Excellence, le président de la République sud-africaine, et je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Madam President of the UN General Assembly, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Deputy Secretary General, Madame la Vice-Secrétaire générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, chers collègues, Mesdames et Messieurs. J'ai l'honneur de prendre la parole devant cette auguste Assemblée, l'Assemblée générale des Nations unies, pour la première fois en tant que président de la République de l'Afrique du Sud. Près d'un quart de siècle a passé depuis que les pères fondateurs de notre démocratie, et notamment le père fondateur parmi tous, Nelson Mandela, a pris la parole à cette même tribune. Il a pris la parole alors que des millions de personnes de par le monde avaient les yeux rivés vers cette organisation, l'Organisation des Nations Unies, attendant d'elle qu'elle leur apporte paix, qu'elle leur apporte une vie digne d'être vécue. Alors que nous célébrons le centenaire de Nelson Mandela, ce grand dirigeant, nous devons nous demander si les Nations Unies ont répondu aux attentes et aux aspirations des millions de personnes qui se tiennent aux portes de l'espoir. Il nous faut nous demander quelle contribution a apporté l'organisation à un monde plus prospère, plus égalitaire. Et plus important encore, il nous faut nous demander, comme nous l'avons fait hier lors du sommet pour la paix qui s'est tenu en l'honneur de Nelson Mandela ici même, que doit faire l'Organisation des Nations Unies et ses dirigeants pour assurer la paix, la réconciliation et la stabilité dans le monde. Permettez-moi d'exprimer la profonde reconnaissance du gouvernement et du peuple sud-africain à la communauté internationale pour la convocation de ce sommet pour la paix en l'honneur de Nelson Mandela, pour saluer sa mémoire et son legs. La période de 2019 à 2028 sera la décennie pour la paix de Nelson Mandela et nous en sommes fiers. Cela reflète un engagement nouveau et sincère pris par les dirigeants du monde en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité en vue de régler tous les conflits dans le monde. Et pour que cet engagement soit couronné de succès, l'ONU doit devenir un parlement mondial véritablement représentatif pour le monde entier, comme y aspirent les milliards de personnes qu'elle représente. Depuis sa création, l'ONU a été une source d'espoir pour les populations opprimées et exploitées du monde entier. Lors des jours sombres du colonialisme et de l'apartheid, nous avons tiré notre force, notre inspiration et notre courage de l'ONU et de sa charte dans notre quête de liberté et d'autodétermination. Avec l'appui de l'ONU, en tant que Sud-Africains, nous avons été Nous avons démarré cette transformation afin d'abandonner à jamais le sombre héritage de l'apartheid. Nous cherchons en effet à améliorer les vies de nos populations à plusieurs égards, en améliorant notamment les perspectives
qui s'offre aux jeunes par l'éducation. Sur la question de la réforme foncière, un dialogue qui s'appuie sur notre Constitution et l'État de droit, de façon à ce que la terre soit partagée entre tous ceux qui travaillent la terre, comme le veut notre charte. Malgré toutes les difficultés que nous avons endurées, des progrès ont été accomplis. Nous réformons en effet notre économie, nous créons un environnement qui est propice à l'investissement et nous avons également inclusif. Des hommes et des femmes ont des rêves et des aspirations qui transcendent aujourd'hui les difficultés du présent, et qui souhaitent contribuer à une nouvelle civilisation, une civilisation caractérisée par la justice, la solidarité et le bien-être. Ils veulent mettre fin à la cupidité et à l'ignorance qui pousse à la destruction de la planète, notre foyer à tous. Mais c'est à nous qu'il appartient, en tant que dirigeants rassemblés ici, de faire en sorte que l'ONU soit plus représentative et plus égalitaire, plus juste, et dotée des moyens lui permettant de la population à moins de 30 ans. Ce phénomène est encore plus prononcé sur le continent africain, où les 2/3 de la population n'étaient pas encore nés lorsque Nelson Mandela a retrouvé sa liberté après 27 ans d'emprisonnement. Cette époque est une époque de jeunes. C'est pourquoi nous avons une responsabilité particulière en tant que dirigeants. Nous devons privilégier l'intérêt des jeunes et nous devons aussi habiliter les femmes et les jeunes aussi à prendre le cap le plus favorable pour les affaires mondiales. Nous savons qu'il y a aujourd'hui des femmes qui subissent encore les répercussions de guerres ayant détruit leur famille et leur vie. Des jeunes sont actuellement en train de mourir, de jeunes vies sont perdues, des avenirs sont détruits. Les mesures que nous devons prendre doivent être prises de toute urgence pour mettre fin au conflit qui frappe le monde, pour mettre fin à la destruction et aux souffrances humaines que connaissent des millions de personnes chaque jour, mais pas seulement. Nous devons tout faire pour que la génération future ne subisse pas les répercussions des guerres actuelles. Et c'est une responsabilité commune que nous avons, un intérêt à partager. Nous devons tous ensemble mettre fin à ces conflits, comme cela a été dit lors du sommet d'hier, pour que l'ONU soit un outil de médiation plus efficace, que le maintien de la paix et la reconstruction post-conflit soient couronnés de succès. Notre détermination à éliminer le terrorisme doit, quant à elle, se traduire par des actions concrètes et des ressources suffisantes. Nous devons agir avec
à l'esprit ce même sentiment d'urgence pour mettre fin aux conflits les plus prolongés, les plus inextricables que connaît le monde. Le peuple palestinien, par exemple, subit l'occupation et toutes les souffrances que cela implique presque depuis la création des Nations Unies. Mais cette souffrance requiert une action urgente. Ces souffrances ne sont pas pour autant acceptables. Nous devons donc intensifier nos efforts pour que les populations telles que la population du Sahara occidental accèdent à l'autodétermination et à la pleine souveraineté. Un des freins à la prospérité et au développement du monde est l'exclusion constante de millions de femmes et d'hommes du paysage économique. C'est pourquoi nous devons faire tout notre possible pour s'attaquer au chômage des jeunes et pour garantir un accès universel à l'éducation et aux perspectives qu'offre l'éducation. Il nous faut mettre en place un programme ciblé pour que la révolution numérique, qui offre un potentiel immense, soit pleinement et efficacement exploitée en vue de promouvoir la justice sociale et le progrès de l'humanité. L'appel lancé ici, appel à ne laisser personne sur le bas-côté, requiert un renforcement des institutions de gouvernance mondiale pour que celles-ci soient plus réactives et puissent répondre aux aspirations des populations et notamment des jeunes du monde entier. Les institutions comme celle-ci, comme l'ONU, la Banque mondiale, comme l'OMC et d'autres doivent être réformées afin de pouvoir relever les défis du monde contemporain et mieux servir les intérêts des plus démunis et des populations marginalisées du monde. La réforme des Nations Unies et surtout de son Conseil de sécurité constitue une priorité si nous voulons vraiment que les valeurs et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies soient respectés. Il nous faut résister toute tentative visant à saper le multilatéralisme et le commerce international, qui sont essentiels à la promotion de la stabilité, essentiels pour que l'économie mondiale soit prévisible. L'histoire de l'économie mondiale nous le démontre. Aucun pays ne peut prospérer au détriment de tous les autres. Aucune population ne peut espérer vivre dans la prospérité et le confort ou dans la sécurité aussi longtemps que des millions d'autres subissent le joug de la pauvreté. Il faut donc prendre nos responsabilités, les assumer pleinement en vue d'assurer le développement de tous et améliorer les conditions de vie de chacun. Cette responsabilité est clairement illustrée dans le programme à l'horizon 2030 pour le développement durable et dans l'accord de Paris sur le changement climatique, sans oublier le programme d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement durable. Ces documents sont un engagement commun que nous avons pris pour s'attaquer à la pauvreté et inverser la tendance de la dégradation environnementale. Ils nous permettent d'avancer dans la lutte contre des maladies telles que la tuberculose, le VIH, le cancer, le paludisme et d'autres. En tant que dirigeants du monde, nous devons adopter les politiques qui s'imposent pour que la mise en œuvre soit possible, pour mobiliser les ressources nécessaires à cette mise en œuvre indispensable pour avoir une incidence concrète. En tant qu'Africains, nous avons fait des avancées majeures face aux difficultés qui ont frappé notre continent. Nous continuons de mettre en œuvre tous les engagements
qui sont contenus dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est notre plan collectif en tant qu'Africains, plan visant à débarrasser notre continent de la pauvreté et du sous-développement, et pour améliorer le respect de l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Nous avons conclu récemment un accord sur la création d'une zone de libre-échange africaine qui va transformer radicalement le paysage économique en Afrique, ouvrant la voie à un nouvel âge industriel sur le continent. Nous cherchons à faire taire les armes en Afrique, et ce d'ici à 2020. Nous voulons mettre fin aux conflits qui ont coûté leur vie à des millions de personnes et ont provoqué le déplacement d'un nombre encore plus élevé de personnes, en freinant ainsi le développement du continent. C'est en Afrique que la population du monde est la plus jeune, et le plus jeune. L'Afrique peut aujourd'hui être une nouvelle frontière marquée par le développement et la prospérité, grâce à une meilleure éducation, un meilleur système de santé, une meilleure gouvernance et une plus grande intégration économique. L'Afrique peut aujourd'hui développer ses capacités de production à une échelle suffisante pour sortir des dizaines de millions de personnes de la pauvreté. Les jeunes Africains sont aujourd'hui déterminés à transformer leur continent. Le peuple sud-africain est engagé dans cette transformation. Nous allons construire sur les cendres d'un système qui a été décrit par l'Assemblée générale des Nations unies comme un crime contre l'humanité. Nous construisons donc aujourd'hui une nouvelle nation unie dans sa diversité. Nous œuvrons à remédier aux injustices du passé en vue de bâtir une société libre, sans exclusive et durable. Nous avons pris une direction visant à éliminer la pauvreté, le chômage et les inégalités. Nous sommes déterminés, par le biais de nos relations internationales, à être une force pour le progrès, la paix, le développement et l'égalité mondiale. Nous continuerons donc de promouvoir les intérêts du continent africain et du Grand Sud. Pour conclure, je voudrais encore une fois citer les propos de Nelson Mandela. Il a dit, je cite parfois, il incombe à une génération d'être grande, noble. Fin de citation. C'est une génération qui est capable de changer le monde que nous avons là. Une génération de jeunes qui veut voir le changement advenir enfin. C'est à cette génération de prospérer. Alors laissons cette prospérité venir à elle. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République d'Afrique du Sud pour son allocution. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenons congé de son Excellence.